Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette session qui va être dédiée au machine learning sur AWS et plus particulièrement comment créer et tester des modèles de machine learning sans avoir aucune expérience en machine learning, donc sans écrire une seule ligne de code et ça en quelques minutes. Alors peut-être que parmi vous dans la salle, il y en a beaucoup qui vont me dire que ça paraît très aguicheur comme titre et très ambitieux aussi comme session pour du 45 minutes, mais vous allez voir qu'on n'est pas si éloigné de ça de la réalité. Moi, je m'appelle Dorian, je suis solution architect à Paris, en France. Et donc, aujourd'hui, on va passer 45 minutes ensemble pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on propose sur AWS pour pallier à cette problématique. Déjà, avant de répondre à cette problématique-là, il faut se poser les bonnes questions et se demander pourquoi aujourd'hui les entreprises et la majorité des organisations dont vous faites la plupart partie utilisent du machine learning. On a vu au cours de la dernière décennie, et ça continue encore aujourd'hui, une collection de données qui est aujourd'hui massive. Les entreprises collectent de plus en plus de data et essayent de valoriser cette data pour pouvoir piloter au mieux leur business et prendre derrière les meilleures décisions. Le problème aujourd'hui avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, et c'est revenu de la plupart de nos clients aussi, beaucoup d'organisations n'ont pas forcément les ressources et l'expertise dans le machine learning. Avoir des data scientists sous le coude, c'est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui. Et donc, c'est une problématique qu'on a tenté d'adresser aujourd'hui avec un nouveau service qu'on a annoncé au dernier re:Invent 2021, donc il y a quelques mois de ça, et qu'on va découvrir au travers de la présentation et au travers d'une démonstration. On a une problématique pour trouver des experts en machine learning. Pourtant, les use cases ne manquent pas. En termes de cas d'utilisation, on a tout ce qui est autour de l'amélioration de l'expérience client, avec tout ce qu'on peut proposer, notamment dans la partie recommandation. Si vous êtes déjà allé sur le site amazon.com, vous avez forcément déjà utilisé des algorithmes de recommandation pour les classements des différents produits en fonction de ce que vous avez acheté. Et ça fait partie de l'utilisation du machine learning pour l'amélioration du service que vous pouvez apporter à vos clients. À côté de ça, une prise de décision qui est plus efficace. L'idée, c'est vraiment d'exploiter la data pour derrière tirer une richesse de cette donnée qui a été collectée pour derrière permettre aux décideurs, aux chefs d'entreprise, aux analystes, aux experts de prendre les meilleures décisions pour driver les organisations dans la bonne direction. Améliorer tout ce qui va être opération et processus métier. Ça va être de collecter de la donnée sur le fonctionnement interne de l'entreprise pour derrière pouvoir en tirer des métriques, des indicateurs qui vont permettre de l'améliorer. Par exemple, détection d'anomalies, détection de fraude, tout ce qui va être maintenance prédictive potentiellement. Tout ça, c'est des cas d'utilisation qu'on va pouvoir adresser avec le machine learning et qui vont être vraiment intéressants pour la plupart des organisations aujourd'hui. Et pour finir, l'innovation. Apporter des nouveaux produits, des nouveaux services à vos clients, ça aussi c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Et on l'a vu, le machine learning aujourd'hui a conquis pas mal de services qu'on retrouve aujourd'hui à travers les assistants vocaux, à travers tout ce qui va être computer vision, donc détection dans l'image pour différents scénarios, de la sécurité ou autre. Et l'idée, au travers de tous ces différents use cases qu'on a pu identifier, c'est de voir comment on peut y répondre sans forcément avoir cette expertise-là. Parce qu'aujourd'hui, si on veut mettre en place du machine learning dans une organisation pour répondre à un use case bien précis, il y a toute une série d'étapes à respecter qui sont simplifiées ici. La première, et non des moindres, c'est de définir le besoin initial. Qu'est-ce qu'on veut concrètement faire? Est-ce qu'on veut faire de la prédiction sur du chiffre d'affaires, voire à N+1, N+2, quel va être le chiffre d'affaires pour derrière potentiellement faire des changements au niveau du marketing? Est-ce qu'on veut voir un petit peu potentiellement le nombre d'abonnés qu'on va perdre le mois prochain sur nos abonnements, par exemple, qu'on peut leur proposer? Combien d'abonnés on va potentiellement gagner? C'est des exemples de besoins qu'aujourd'hui nos clients nous font remonter et auxquels on veut répondre aujourd'hui. Donc c'est important, et la première chose, c'est de bien cibler le besoin auquel vous voulez répondre. Et ça, c'est plutôt, en général, la responsabilité des responsables métiers, des experts, des analystes qui, au final, représentent les décideurs de l'entreprise et qui ont vraiment cette responsabilité-là. Une fois que le cas d'utilisation il est bien défini, il est bien ciblé, la partie aussi qui est très importante, c'est de savoir comment on va
aller capter la donnée qu'on a archivée depuis des années et comment on va pouvoir en tirer de la valeur. Quelles sont les données qui vont être vraiment intéressantes et qu'on va vraiment pouvoir utiliser pour derrière mettre en place des modèles de machine learning. C'est ce qu'on appelle l'étape de feature engineering, où on va aller récupérer la donnée, on va potentiellement la nettoyer, on va potentiellement la modifier pour qu'elle puisse être apte à derrière être utilisée pour des cas d'utilisation de machine learning. Et ça, c'est plutôt la responsabilité des data engineers en ordre général. Une fois que cette donnée a été préparée, nettoyée, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le bon algorithme et derrière, passer cet algorithme sur l'ensemble des données qu'on aura collectées, qu'on aura nettoyées, pour entraîner ce fameux modèle de machine learning qui derrière va pouvoir être déployé en production et qui va derrière servir le cas d'utilisation initial. Et ça aussi, c'est un autre métier. Savoir choisir un algorithme, savoir entraîner un modèle à partir de cet algorithme et derrière savoir déployer ce modèle au final en production et savoir le monitorer et l'administrer, c'est aussi un autre métier. Et au final, si on fait une rétrospective sur toutes ces étapes-là, ça fait quand même beaucoup d'étapes. Et beaucoup d'étapes qui prennent du temps, qui prennent des semaines, voire des mois. Et ça, la plupart des organisations ne peuvent pas forcément se le permettre sur des cas d'utilisation qui sont plutôt classiques, comme de la prédiction, ou alors de la détection de fraude, ou de la détection d'anomalies, par exemple. Mais alors, quels sont les défis aujourd'hui auxquels sont confrontés les analystes, les développeurs potentiellement, les chefs d'entreprise, les décideurs? C'est ce manque en fait de compétences en machine learning en interne qui est compliqué à trouver. Ce besoin d'expertise pour justement entraîner le bon modèle pour répondre aux bons besoins, c'est aussi un challenge. Et apprendre à écrire, déchiffrer du code, apprendre à écrire du Python, apprendre à sélectionner le bon algorithme pour le bon besoin, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. L'entreprise a besoin en général de la validation d'experts, donc d'avoir potentiellement sous le coude des data scientists, mais on a dit que c'était compliqué à trouver. Et à côté de ça, une des premières réponses auxquelles l'industrie a pu justement apporter une réponse, c'est l'utilisation d'outils no-code pour mettre en place du machine learning. Donc l'utilisation d'outils qui, au final, au travers d'une interface qui va être très simplifiée, va permettre d'aller chercher la donnée, de choisir le bon algorithme, d'entraîner le modèle et de le déployer en production. Le problème avec ça, et c'est vous qui nous le dites, c'est les clients en général qui nous l'ont fait monter, c'est que ces outils aujourd'hui manquent potentiellement de transparence. Pourquoi? Parce que potentiellement, dans des cas d'utilisation précis, on voudrait aller beaucoup plus loin. On voudrait récupérer le modèle qu'il y a derrière pour aller le réentraîner, le tuner, modifier des hyperparamètres pour pouvoir derrière aller vraiment sous le capot et aller vraiment au-delà de ce que peut proposer l'outil. Et la plupart du temps, ces outils, ils demandent quand même un petit peu d'expertise parce que les interfaces ne sont pas forcément adaptées pour les personas qui ont été que j'ai présentés juste avant. Il faut connaître le jargon machine learning. Il faut savoir ce que c'est du feature engineering, il faut savoir ce que c'est tuner son modèle, il faut savoir ce que c'est un hyperparamètre. Et ça peut être déjà une barrière aussi à l'entrée. Et une autre barrière, c'est les frais de licence. La plupart du temps, ces outils, c'est des outils qui sont sous licence, donc voilà, un coût initial qui peut être assez important. Donc si on est dans une démarche où on veut tester, expérimenter, ça peut devenir vite compliqué et déroutant. Du coup, comment on fait dans ce cas-là? Dans le cas où on est un développeur, un analyste, un décideur, un data engineer, et on nous demande de faire des prédictions sur le chiffre d'affaires N+1, et qu'on doit choisir un algorithme entre le DeepAR+, ou le Prophète, qui sont des algorithmes qui permettent de faire de la prédiction. On se retrouve face à ce choix-là. Voilà, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est compliqué. Et pour apporter une réponse à ça, au dernier reInvent 2021 à Las Vegas, on a introduit un service qui s'appelle Amazon SageMaker Canva, dont vous avez probablement peut-être entendu parler. C'est peut-être ça qui vous a amené à la session aujourd'hui. C'est un outil qui est intégré directement à Amazon SageMaker et qui fournit une interface très simplifiée, et on le verra au travers de la démo juste après, qui vous permettra d'aller vraiment répondre aux étapes qu'on a vues juste avant. Donc d'aller capter la donnée de différentes sources, on le verra après, de détecter automatiquement en fonction de la donnée que vous allez mettre en entrée le bon algorithme et derrière entraîner le modèle et pouvoir potentiellement derrière l'exploiter, générer des prédictions ou si on va aller plus loin, le déployer en production. Il utilise des technologies d'AutoML.
AutoML, peut-être que vous êtes familier avec cette technologie, puisqu'il y a d'autres services AWS qui exploitent aussi cette technologie. C'est le fait de déléguer totalement à la machine le choix de l'algorithme en fonction de la donnée qu'on va lui fournir en entrée. Donc de définir en fonction de l'input quel va être le bon algorithme, quel va être le meilleur modèle derrière qu'on va vouloir choisir et qui répond le mieux en fonction du score au besoin initial. Enfin, ça va être la possibilité de partager des modèles de machine learning avec des équipes d'experts qui, eux, pourront aller vraiment sous le capot, aller voir ce qui se passe et potentiellement derrière repasser pour réentraîner le modèle et aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est possible aussi avec SageMaker Canva. Et on le verra juste après. Et tout à l'heure, je parlais des frais de licence. Comme vous êtes peut-être habitué avec AWS, il n'y a pas de frais de licence sur Amazon SageMaker Canva. Tout se passe avec le modèle Pay as you go. Vous payez que pour ce que vous utilisez. J'insiste vraiment sur le fait que ce genre d'outil, c'est fait pour les personnes qui n'ont aucune expertise en machine learning ou qui en ont, mais qui n'ont pas forcément le temps du temps à consacrer pour des use cases qui seraient plutôt simples, comme de la prédiction, comme on l'a abordé tout à l'heure. Et vraiment, l'interface utilisateur de SageMaker Canva a été pensée au clic, au drag and drop, pour vous permettre vraiment en quelques minutes d'aller réaliser toutes ces étapes qui peuvent être vraiment compliquées et venir vraiment simplifier tout ça. Donc SageMaker Canva, plusieurs possibilités. On accède à une interface au travers de laquelle on peut se connecter avec différents moyens pour la sécuriser. On va pouvoir exploiter la technologie AutoML qui va scanner nos données, qui va derrière définir le bon algorithme, qui va derrière suggérer le meilleur modèle et qui va derrière nous permettre de faire le choix de la mise en production. Identifier le meilleur modèle en fonction du dataset que vous allez mettre en place et bien sûr vous permettre de générer des prédictions de deux manières différentes, soit par lot, donc en batch, soit en temps réel. Les deux fonctionnalités sont possibles avec Amazon SageMaker Canva. Et l'intégration avec SageMaker Studio. Je parlais tout à l'heure du besoin potentiellement d'utiliser et de faire appel à des experts, d'où la nécessité de l'intégration avec SageMaker Studio, qui est un outil qui un petit peu plus avancé, qui permet justement de créer des modèles et de les déployer en production. C'est directement intégré avec Studio pour derrière le déléguer potentiellement à des data scientists qui pourront travailler sur le modèle que vous avez potentiellement créé. Alors, à quel cas d'utilisation on peut répondre avec SageMaker Canva? Il y en a plusieurs. Ils sont classifiés en 3 principalement. J'en ai beaucoup parlé dans la présentation, mais c'est potentiellement la prédiction sur des ventes, sur des chiffres d'affaires, sur tout ce qui va être customer churn, donc tout ce qui va être désabonnement, abonnement de différents clients, tout ce qui va être finance, comptabilité, le cas d'utilisation qui peut être assez classique aussi et qu'on voit assez souvent, c'est le credit score. Comment je peux aller détecter si des clients vont être plutôt aptes à rembourser leur crédit ou non. Et ça, je peux directement le déterminer grâce à des algorithmes de machine learning et c'est un cas d'utilisation qui est directement couvert en fait par la plateforme Amazon SageMaker Canva. Et tout ce qui va être opération de logistique, tout ce qui va être optimisation des stocks, je veux être sûr que mes clients ils aient accès en permanence aux produits que je veux leur vendre. Donc je veux déjà anticiper cette rotation des stocks et avoir accès aux bonnes données pour, toujours pareil, prendre la meilleure décision et faire en sorte que mon business soit pérenne. Et bien plus encore, donc il y a des cas d'utilisation. Le service il est encore tout jeune et il y a des cas d'utilisation qui vont certainement se rajouter année après année. Et je vous invite à suivre tout ça, soit par la page Reinvent, soit sur le AWS News. Donc, une démo vaut mieux que 1000 mots. Donc je vous propose maintenant de basculer directement dans la console et de voir un petit peu comment on utilise SageMaker Canva et quels sont les tenants et les aboutissants de cet outil. On va prendre un premier cas d'utilisation très simple, la prédiction de rétention client. On va prendre le cas où on a un client qui gère différents abonnés, potentiellement un opérateur, on va dire, et qui veut savoir si le mois prochain, en fonction de l'utilisation que les clients font de leur forfait, ils vont potentiellement vouloir se désabonner ou est-ce qu'on va gagner de nouveaux clients. Donc c'est le cas d'utilisation sur lequel on va se concentrer là maintenant. Donc pour accéder à SageMaker Canva, il faut déjà se rendre dans la console AWS et aller directement dans l'interface de SageMaker et lancer directement un domaine, SageMaker Canva, qui est en fait
qui sont en fait des instances qui vont héberger l'outil. Et on accède à l'interface directement sur la console. Donc ça, c'est l'interface de SageMaker Canva. La première étape quand on utilise SageMaker Canva, c'est d'aller récupérer la donnée. Donc on a différents moyens. Soit on peut récupérer la donnée depuis Amazon S3, soit on peut importer de la donnée directement depuis son poste en local, soit, troisième option, on peut rajouter un connecteur qui va en fait te permettre de se brancher à soit votre data warehouse sur Amazon Redshift ou même Snowflake pour justement aller récupérer de la donnée historique et derrière construire vos prédictions. Donc là, en l'occurrence, on va se concentrer sur Amazon S3. Donc, j'ai créé un bucket pour l'occasion dans lequel j'ai deux types de fichiers. J'ai un premier fichier qui va me servir à l'entraînement, où j'ai des exemples en fait de customer churn. Et de l'autre côté, j'ai des prédictions qui sont déjà générées mais qui ne sont pas remplies. Et ça va être au modèle de les pré-remplir. Donc là, j'importe mes données, j'importe les deux fichiers, puisque les deux fichiers, je vais devoir les utiliser un peu après. Ça prend quelques secondes. Et là, mes données sont directement importées dans SageMaker Canva. Une fois que les données sont importées, l'étape d'après, ça va être de créer le modèle. Donc on va lui donner un nom, Customer Churn Model. Et on le crée. Et donc là, ça nous amène sur une page qui va nous dire « Ok, tu veux créer ton modèle, c'est bien, mais il va falloir la donner en entrée. » Et donc là, je vais pouvoir récupérer les fichiers que j'ai importés tout à l'heure. Donc je vais me baser sur le fichier training qui contient les données d'exemple. Je peux prévisualiser mes données directement dans l'interface de Canva. J'ai pas besoin forcément de retourner sur S3 pour voir le contenu. Donc là, je vois que j'ai différents profils clients avec différents États, qui sont aux États-Unis en l'occurrence, avec différents types d'utilisation de forfaits mobiles. Donc je peux voir combien de temps les personnes passent au téléphone la nuit, le jour. Je peux voir différentes données en fait. Et ces données-là, le but, ça va être de déterminer si, à partir de ça, les clients vont être plutôt à se désabonner ou non. Et il y avait un exemple justement à la fin de la colonne où on avait une colonne avec des false true, et donc ça va être le but de l'algorithme de déterminer ça. Donc là, on a importé nos données. On peut les visualiser, on peut sélectionner des colonnes ou non, ou en désélectionner si on n'en a pas besoin pour entraîner le modèle. On a des petites statistiques qui nous disent, voilà, il y a peut-être des valeurs manquantes dans ton jeu de données, il y a peut-être des valeurs qui ne sont pas forcément uniques, il y a peut-être des incorrections. Voilà, au moins on est alerté. Et la colonne qui va nous intéresser, c'est la colonne charm. Donc c'est la rétention client. Ici, on voit la distribution de true-false. Donc on a des petites statistiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans Model Type ici que SageMaker Canva, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à partir des données et de la colonne qu'on voulait prédire, il nous a suggéré un type de modèle, deux catégories, pour justement construire notre modèle. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est de cliquer sur Quick Build. Il y a deux options, Standard Build et Quick Build sur SageMaker Standard. On va d'abord se concentrer sur Quick Build et on verra dans la deuxième démo comment fonctionne le mode standard. Donc on peut cliquer sur Quick Build et ça prend 2 à 15 minutes maximum, tout dépend de la taille du jeu de données que vous lui fournissez en entrée, pour l'entraînement. Donc là, j'ai coupé la vidéo pour le besoin de respecter le timing, c'est pas aussi rapide. Et à la fin, une fois que l'entraînement est terminé, on obtient un score de notre modèle. Donc là, on voit qu'on est précis à 96,8%, ce qui est plutôt pas trop mal pour notre modèle. On a accès à des statistiques où on peut voir les tests qui ont été effectués par SageMaker Canva. Et en fait, si on va creuser un petit peu en dessous, c'est par les jobs AutoML. Et on peut voir quelles ont été les prédictions, quels ont été les résultats sur ces prédictions, est-ce qu'elles ont été plutôt bonnes ou mauvaises, prévoir les faux positifs, les faux négatifs, et voir surtout l'impact de chacune des colonnes sur l'entraînement du modèle. Là, à gauche, par exemple, je peux voir que la première colonne, day means, donc le nombre de minutes passées par jour au téléphone, a eu un impact significatif sur l'entraînement de mon modèle. Donc j'ai accès à toutes ces statistiques-là, et ça va me permettre, si je veux revenir en arrière et améliorer la précision de mon modèle, de désélectionner certaines colonnes qui seraient peut-être pas forcément utiles pour l'entraînement. Et donc j'ai accès à toutes ces statistiques. Et ensuite, je peux cliquer sur Predict pour directement exploiter mon modèle et commencer à faire de la prédiction.
Et donc là, je vais sélectionner le dataset que j'ai importé tout à l'heure. Donc on a les deux modes que j'ai mentionnés tout à l'heure, batch et single prédiction, si on veut les utiliser en deux modes différents. Et là, je vais utiliser le fichier prédiction, qui, on va le voir juste à la fin, il manque une colonne. La colonne churn, ici, elle n'est pas remplie. Et le but, ça va être que le modèle puisse la remplir à notre place et tester justement si les prédictions fonctionnent. Donc ici, je vais sélectionner le dataset et cliquer sur générer les prédictions. Et là aussi, ça prend quelques secondes à quelques minutes, tout dépend, voilà, le fichier est toujours pareil que vous lui donnez en entrée. Et directement au travers de l'interface, je vois que mes prédictions sont en train d'être générées et je vais pouvoir par la suite les récupérer. Donc voilà, c'est terminé. Et ici, j'ai plusieurs choix. Je peux prévisualiser mes prédictions, les télécharger. Donc là, je vais les prévisualiser. Et on peut voir qu'il nous a mis en évidence dans les deux premières colonnes les prédictions sur le jeu de données qu'on lui a fourni et qu'on peut voir la probabilité de chacune des prédictions. Donc on peut voir quelque part le score et la fiabilité des différentes prédictions. Et derrière, si je veux, je peux les récupérer au format CSV potentiellement, si je veux les remettre sur S3 et derrière les exploiter sur un outil de dashboarding potentiellement. Donc là, on voit un peu ce que ça donne sur le fichier CSV qui va s'ouvrir. Voilà, donc on a le résultat sous forme tabulaire où on a accès aux prédictions et aux données qu'on avait fournies aussi, comme récapitulatif. Donc ça, c'était pour la première démo. L'idée, c'était de vous montrer comment on peut entraîner rapidement un modèle. L'idée de la deuxième démo, donc on va repartir sur le même cas client, le même use case, mais on va utiliser cette fois le mode standard. On va prendre le cas où, en tant qu'analyste, j'ai entraîné mon modèle, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, j'aimerais bien le tuner, améliorer potentiellement les prédictions, parce que je trouve que les résultats ne sont pas assez précis. Et je veux potentiellement le partager avec des data scientists via SageMaker Studio. Et pour ça, je suis obligé de passer par le mode standard. Donc, j'ai repassé toutes les étapes ici d'import des données, etc. Donc, on part sur une page neuve où j'ai une nouvelle version de mon modèle, comme vous pouvez le voir en haut à droite, V2. Et ici, au lieu de choisir Quick Build comme option, je vais choisir le mode standard. Donc on voit qu'on peut gérer directement les différentes versions des modèles directement dans l'interface. Et ici, je vais choisir le mode standard. Alors le mode standard, il peut prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de jobs AutoML derrière qui passent en revue sur SageMaker pour essayer d'améliorer la prédiction du modèle et la fiabilité du modèle. Donc ça peut prendre potentiellement entre 2 et 4 heures, tout dépend de la taille du jeu de données que vous allez mettre en entrée. Et ici, une fois que j'ai mon modèle, je peux le partager et créer un lien directement via SageMaker Studio. Lien que vous voyez en bas. Donc je peux le copier et je peux très facilement le partager potentiellement avec mon équipe de data scientists pour qu'eux puissent aller voir les Jupyter Notebook, voir les hyperparamètres, voir le modèle directement. Donc vraiment ce qui se passe sous le capot pour le coup et essayer de pouvoir apporter des axes d'optimisation ou de modification. Donc ici, je basculais sur SageMaker Studio, maintenant, et je vois un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. J'ai accès à tous les jobs AutoML qui ont été effectués par SageMaker Canva. Donc j'ai un récapitulatif et j'ai un visuel là-dessus. J'ai un récapitulatif aussi des statistiques que vous avez pu voir au travers de l'interface de SageMaker Canva. Des artefacts, et notamment le modèle aussi, que je peux récupérer. Je peux voir différentes métriques, je peux voir aussi les hyperparamètres, et ça va être intéressant pour les data scientists s'ils veulent customiser. Et surtout, je peux voir que je peux déployer mon modèle. Je peux utiliser SageMaker pour définir un point de terminaison, un endpoint, et rendre mon modèle accessible via une API potentiellement. Je choisis un type d'instance. Je choisis le nombre d'instances pour héberger mon modèle. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux choisir de déployer mon modèle. Et là, mon modèle est déployé et prêt à être testé. Donc on voit que c'est important d'utiliser SageMaker
pour potentiellement explorer davantage, voir un peu ce qui se passe sous le capot, et aussi pouvoir déployer vraiment sur une instance à proprement parler et plugger un endpoint devant pour le rendre disponible via une API par exemple. Et là, c'est un exemple de SageMaker Notebook, de Jupyter Notebook, pardon, où je vois un petit peu ce qu'a fait en termes de statistiques SageMaker Canva via les jobs AutoML. Donc j'ai un petit descriptif, j'ai une petite documentation qui me permet potentiellement d'aller un petit peu plus loin derrière, de réimporter le notebook pour pouvoir derrière y retravailler dessus potentiellement. Donc là, je peux choisir différents paramètres. Et ça me permet vraiment d'aller un petit peu plus loin dans la customisation. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait en mode standard, avec un peu plus de granularité sur la customisation. Et il y a une dernière démo que je voulais vous montrer, c'est sur tout ce qui est prévision des ventes. Comment aujourd'hui je peux faire du forecast rapidement avec SageMaker Canva, et comment je peux visualiser ces résultats dans SageMaker Canva de manière graphique, et ce très simplement. Donc on va créer un nouveau modèle rapidement. Donc on reprend les différentes étapes, créer un nouveau modèle. Donc cette fois on va s'appuyer sur des données temporelles, time series, qui sont non pas basées cette fois sur Amazon S3, mais qu'on va aller chercher directement dans notre data warehouse qui est hébergé sur Redshift. Donc là je vois que j'ai rajouté un connecteur qui me permet d'aller dialoguer directement avec Amazon Redshift et d'aller interroger ma base de données pour récupérer les données. Donc ici, j'ai un exemple de données issues de ma table sur Redshift, qui sont en fait des données temporelles sur des magasins. Donc je veux voir le nombre de ventes sur une période de temps donnée par magasin. J'ai une vision graphique et je peux aller piocher les différentes tables qui sont dans mon cluster. Je peux même utiliser du SQL au travers de l'interface pour aller récupérer les données qui m'intéressent vraiment. Donc là, on voit que c'est une sélection simple. On aurait pu imaginer faire des jointures pour aller récupérer du contenu sur différentes tables à la fois. Et une fois que j'ai travaillé tout ça, je peux importer ma donnée. Donc là, ça va créer un nouveau jeu de données sur SageMaker Canva. On l'importe. Et une fois que c'est importé, automatiquement, je vais pouvoir travailler ma donnée et sélectionner les bonnes colonnes qui vont m'intéresser pour créer mon modèle. Donc ici, je vais choisir la colonne qui va m'intéresser pour mes prédictions. Donc ça va être les ventes. Moi, je vais faire des prédictions sur les ventes par magasin. J'ai automatiquement une suggestion de forecasting. Donc là, il a compris qu'effectivement, j'avais des données temporelles et que je voulais, sur une fenêtre de temps donnée, faire de la prédiction. Je dis que je veux faire de la prédiction par magasin, par rapport aux dates qui m'ont été données, et des prévisions à 120 jours, potentiellement. Donc là, une fois que j'ai défini tous ces paramètres, j'appuie sur sauvegarder, et je lance l'entraînement. Donc là, c'est un jeu de données qui est assez conséquent, donc automatiquement, il passe en mode standard. Et voilà, une fois que mon modèle est entraîné, donc j'ai accès aux mêmes statistiques. Donc là, on est sur du 73%, ce qui est pas trop mal. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau des prédictions, contrairement à tout à l'heure, je vais avoir accès à beaucoup plus de choses. Vous allez voir. Donc là, j'ai mes prédictions qui sont en train de charger, qui sont issues de mon modèle. Donc l'inférence est en cours. Ou alors, je peux directement choisir un magasin dans ma liste et dire, sur le magasin 3, je veux connaître les ventes. Et là, je vois au tout début, ma courbe commence avec les données historiques, donc les données que j'avais fournies. Et plus j'avance, plus je vois les différents quantiles qui sont disponibles et les différentes prévisions en fait, qui sont fournies par mon modèle ML. Et ça, sans quitter l'interface de SageMaker Canva. Et derrière, j'ai toujours la possibilité de récupérer mes prédictions. Donc je peux les télécharger, soit en image, si j'ai juste besoin du graphique, pour rendre des comptes potentiellement, ou récupérer directement le CSV que je peux réimporter sur Amazon S3, mettre un outil de visualisation devant pour afficher les métriques et afficher les différentes prédictions. Donc c'est plutôt simple de faire ça avec SageMaker Canva. Donc on s'approche de la fin de la session.
Ce qu'il faut vraiment retenir dans cette session, c'est que, et le message est assez clair, c'est que mettre en place du machine learning dans votre organisation, ça peut se faire sans forcément s'y connaître en machine learning. Vous voyez, en quelques clics, il suffit d'avoir la donnée, il suffit d'avoir les bons outils, et on peut directement faire de la prédiction, on peut faire de la détection de fraude, on peut faire de la prédiction sur du churn, comme on l'a vu, on peut aller jusqu'à de l'anomaly detection, si par exemple on veut analyser des logs et derrière détecter différentes anomalies sur un cluster potentiellement, c'est un cas d'utilisation aussi auquel SageMaker Canva peut répondre. Bref, c'est plutôt simple d'utiliser du machine learning via cet outil. Le plus important, c'est de définir le besoin initial. Qu'est-ce qu'on veut prédire? Pourquoi on veut utiliser du machine learning? C'est ça le plus important. Et enfin, voilà, pas besoin d'être un expert pour utiliser du machine learning grâce à ce genre d'outils. Différentes ressources qui peuvent vous intéresser, et moi je vous invite en tout cas à tester SageMaker Canva, si vous avez accès à un compte AWS free tiers, de tester via l'Immersion Day Amazon SageMaker Canva qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez accéder aux différentes fonctionnalités, vous allez accéder surtout à des jeux de données, c'est le plus compliqué à trouver quand on veut expérimenter ce genre d'outils, et vous en avez déjà à disposition sur ce lien-là, et bien sûr la documentation de Amazon SageMaker Canva pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil. Et bien sûr, les slides qui voilà, vous poussent à potentiellement aller gratter un petit peu plus loin et essayer de vous former sur AWS. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore la certification, vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là pour accéder à différents cours qui vous permettront vraiment d'appréhender un peu mieux les services AWS. Merci en tout cas, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez tester SageMaker Canva en tout cas. Merci.